Un petit mot avant de commencer réellement le podcast. Je vais aborder quelque chose de très intime. Je vais vous demander énormément de bienveillance. Et je vais aussi vous mettre en garde. Je ne veux aucun conseil ou avis sur ce que j'aurais dû faire ou ne pas faire. Ce n'est pas facile de s'ouvrir sur ce sujet. Donc s'il vous plaît, soyez juste gentils. C'est un podcast où je me confie. On n'est donc pas un tribunal. Ce n'est pas un procès. Ni de mon ex, ni le mien. Je ne tolérerai aucune insulte ou commentaire dénigrant sur mon ex, car j'estime être la seule à se réserver le droit de le faire. N'oubliez pas que c'est ma version à moi que je vais compter ici, c'est mon point de vue, comment moi j'ai ressenti les choses. Je vous fais confiance, ne me forcez pas à désactiver les commentaires pour ce podcast. Le podcast est divisé en deux parties. La première va être centrée sur le couple, la deuxième sur la rupture. Ça va être long. Je vais vraiment aborder beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à faire autre chose en même temps. Sur ce, bonne écoute. Cher journal, on dit que l'amour rend aveugle. J'en ai malheureusement fait les frais. Je ne suis pourtant pas du genre à me laisser faire, mais l'amour, ça te donne une dose de patience et de tolérance étrangement élevée. En décembre 2024, je rencontrai mon nouveau collègue. Je vais passer la semaine à le former. D'habitude, je suis très froide avec les hommes, mais lui, on s'est à peine dit bonjour qu'on rigolait déjà, tous les deux. Un panneau lumineux écrit « C'est le bon » s'est mis à clignoter au-dessus de ma tête. On a passé la semaine à rire. L'alchimie était flagrante. Ça m'a un peu perturbée parce que je n'ai pas l'habitude de ça. Avec lui, tout était simple et juste ultra naturel. C'était une évidence. Après 2 semaines, on a fait notre premier date et ça a été très rapide. Juste après, on a convenu de prendre notre temps avant de s'embrasser 10 minutes plus tard. On se disait je t'aime 3 jours après, alors qu'il me faut d'habitude au moins un mois avant de réussir à le dire. En fin janvier, il est venu habiter chez moi, mais plus parce qu'il vivait chez sa sœur et qu'il ne pouvait pas se prendre un appartement. Comme il passait déjà tout son temps chez moi, l'installation s'est faite naturellement. Durant 2 mois, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a des petites tensions, notamment parce qu'on a deux gros caractères et qu'on apprend encore à se connaître et à vivre ensemble. Il y a eu des choses qui auraient déjà dû me mettre la puce à l'oreille, mais j'en parlerai à la fin. Je reste centrée sur le problème d'alcool pour l'instant. Mais à part ça, on vit vraiment l'amour avec un grand A. Il est tendre, il est attentionné. Il n'y a pas un seul jour où je ne pleure pas de rire. Il représente la relation que j'ai toujours souhaité avoir, de la complicité et du rire. Il était pot de colle. Un autre ex l'était, je supportais pas ça. Mais avec lui, j'en redemandais. J'avais des mots d'amour, très régulièrement. Le début d'une histoire d'amour, on me dira. Et je sais que c'est justement comme ça au début, et c'est ce qui me fait peur. Je voulais pas que cette phase s'arrête. Et je lui en parlais souvent d'ailleurs. J'étais convaincue plus que jamais que c'était le bon. Et pour moi, que les choses soient allées aussi vite le prouve. Aujourd'hui, suite à différents témoignages, j'ai réalisé que plus ça va vite, plus ça pue en fait. Je vois qu'il a la descente facile et qu'il boit pas mal. Mais j'avais un autre ex qui avait également une bonne descente, mais sans être alcoolique pour autant, donc je m'inquiétais pas. Il était juste bon vivant, quoi. En mars, tout a commencé. On avait organisé une soirée avec un autre collègue et la chef, histoire de faire une sortie resto, toute l'équipe ensemble. Le collègue était au courant pour nous deux, puisqu'il nous a littéralement vus tomber amoureux l'un de l'autre. On voulait profiter de cette soirée pour l'annoncer à la chef. Il était tellement stressé de ça qu'il est arrivé sur les lieux, déjà alcoolisé. J'avais un doute, mais j'en étais pas sûr. Il a continué de boire et il a été très lourd. Alors qu'il était en train de nous faire tout un sketch parce qu'on lui a servi une viande trop cuite, et bon, quand tu demandes une viande bleue et que tu l'as très cuite, oui, c'est chiant, on va pas se mentir, mais il s'est montré vraiment très lourd, et après il boudait et faisait la gueule. Au bout d'un moment, j'ai supplié notre autre collègue de le faire sortir fumer parce que vraiment il me saoulait. Le lendemain, au boulot, il a eu du mal à assumer la gueule de bois, et j'ai eu la confirmation par mon collègue qu'il avait bu avant, puisqu'il s'en était vanté auprès de lui, et pas rien, du whisky. J'étais en colère contre lui parce que je lui avais exceptionnellement laissé ma voiture pour qu'il retourne à l'appart en attendant la soirée, et quand il m'a rejoint après, il a donc conduit en étant alcoolisé. Et quand moi je lui avais demandé s'il avait bu avant, il m'avait dit non. Donc en plus de ça, il m'avait menti. Et ça,
j'aimais pas. À cette époque, déjà, je n'avais plus de mots d'amour et beaucoup moins de marques d'affection. Donc après bientôt 3 mois, c'était déjà moi qui devais aller chercher tout ça et qui devais en réclamer pour en avoir. Et plus les mois vont passer, plus je dois lui réclamer vraiment quoi pour en avoir. En avril, un pote à lui qui n'avait pas vu depuis longtemps était en vacances. Il a voulu en profiter pour le revoir, normal. J'ai accepté qu'il passe l'après-midi à l'appart. Quand je suis rentrée à 19h30, son pote était toujours là. Tous les deux étaient bien alcoolisés et son pote n'est parti qu'à 22h. À aucun moment, déjà son pote s'est dit qu'il était un peu trop, qu'il fallait peut-être qu'il parte. Et en plus de ça, il n'a jamais essayé de faire connaissance avec moi. Jamais. Et à aucun moment, mon ex n'a essayé de m'intégrer. Il s'est révélé être très lourd et même un peu blessant, presque rabaissant vers moi. J'ai pas aimé l'effet d'alcool sur lui ce soir-là. La soirée a donc été très longue. 2 jours plus tard, suite à une coupure de courant, je peux rentrer plus tôt chez moi, pour une fois que j'ai de la chance. Quand je préviens mon ex que je rentre, il me répond un peu gêné qu'il n'est pas à la maison, et après avoir un peu assisté, j'apprends qu'il est sorti boire un coup avec son pote. Qu'on s'entende, ce qui m'a énervé dans cette histoire, ce n'est pas qu'il sorte avec son pote, même si j'avais pas eu un bon premier avis sur lui. Là-dessus, il y a évidemment aucun souci qu'il sorte. Je suis vraiment pas ce genre de copine. C'est juste le fait déjà de ne pas m'avoir prévenu, et surtout, il ne m'a pas prévenu parce qu'il comptait sur le fait qu'il serait rentré avant moi. Il comptait donc me le cacher. Je rappelle que c'était pas la première fois qu'il essayait de mentir. Donc c'est surtout le fait de mentir, encore une fois, qui m'a énervé. Quand il est rentré, il était évidemment alcoolisé, mais il ne faisait pas le fier. Il a pleuré pour la première fois devant moi, et j'avoue qu'il m'a eu, car je suis beaucoup trop empathique comme fille. Il m'a avoué son gros penchant pour l'alcool, même carrément son problème pour l'alcool, et il m'a même avoué que le matin, c'était pas d'un café qu'il avait envie. Je lui ai dit qu'il faudrait qu'il se fasse suivre si c'était à ce point, parce que ça allait être compliqué. Mon ex m'a ensuite dit que ce pote était un pote de beuverie, qu'il avait beaucoup aidé après son divorce. Donc, un pote de beuverie à 30 ans, voilà quoi. Au lycée, oui, normal, ça me choque pas. Mais à 30 ans, pour moi, les potes de beuverie, ça n'existe plus quoi. Surtout que j'ai appris que ce pote n'avait même pas récupéré mon ex en voiture, il l'a laissé le rejoindre au bar à pied, soit 45 minutes sur une route ultra dangereuse. Quel pote en effet! Quand j'ai raconté ça à une collègue, devenue une amie, elle m'a direct dit d'y mettre fin, parce qu'être avec un alcoolique ça donnait jamais rien de bon. Je l'ai pas écouté, parce que je pensais que je serais celle qui le sauverait, celle pour qui il voudrait s'en sortir. Après tout, notre amour était tellement fort. En fin de semaine, à la base, son pote voulait nous inviter à aller au resto, qu'il y a littéralement juste à côté de chez moi. J'avais accepté, mais n'ayant vraiment pas eu un bon ressenti finalement sur ce pote après les 2 fois où mon ex l'a vu, j'ai annulé de mon côté, j'avais vraiment pas envie de passer une soirée avec lui. Mon ex m'a promis qu'il serait de retour à 22h max, parce qu'en plus il se levait à 4h le lendemain, et qu'il rentrerait sobre. Je lui ai dit que je lui faisais confiance, et j'ai insisté là-dessus. Il a tenu parole, au début. Il est rentré à 22h, il est monté me voir dans la chambre et m'a dit qu'il sortait Chalot, mon chien. J'ai pas compris pourquoi, et je lui ai dit qu'il n'y avait pas besoin, mais il l'a quand même fait. Il n'était pas particulièrement alcoolisé, donc je l'ai laissé faire. J'ai toujours soupçonné que le restaurateur les avait invités à boire un dernier coup, mais qu'il s'était servi de mon chien comme prétexte, puisque ma chienne et celle du restaurateur sont hyper copines. Mais il ne m'a jamais confirmé si c'était vraiment ça qui s'était passé ou non. Mais j'en étais sûre, parce que la sortie du chien a été particulièrement longue. Quand il est rentré, j'allais faire la passe là-dessus, puis j'ai découvert que son pote était toujours là. Il allait aux toilettes et je me suis dit que c'était le petit pipi avant de partir. Sauf que j'entends mon ex prendre des bières. Donc du haut de ma mezzanine, je lui dis t'es sérieux? Ce à quoi il me répond quoi? J'ai rien dit. J'ai fini par laisser faire parce que ça m'avait saoulé. Il avait réussi à tenir parole et il a tout gâché. Et là, accroche-toi, son pote commence à monter dans ma chambre. Sans gêne. Je l'ai envoyé chier au moment où mon ex re-rentrait dans l'appart et lui ne lui a rien dit du tout. Et ils sont allés finir leur beuverie dehors. Il est revenu à minuit, complètement torché. Et j'ai appris des mois plus tard, quasi avant la fin, que c'était son pote qui avait insisté pour boire un dernier coup, que lui ne lui avait évidemment pas dit non, et que son pote avait même vomi sur le parking en repartant. Super. Bref, tout ça pour dire, 3 fois bourré en une semaine, c'est énorme.
Après cette soirée, je lui ai dit que ce mec n'avait rien d'un pote, et qu'il était hors de question qu'il remette un pied chez moi, et que moins il le voyait, mieux il se porterait. Il n'a jamais tenu ce conseil, et je sais qu'il est encore toujours en contact avec lui. Je sais même qu'il a des projets avec lui, là, pour la fin d'année 2026. Donc, voilà. En mai, c'est plutôt bien tenu. Bon, j'avais toujours si peu de marques d'affection de sa part. Mais voilà, il m'a organisé une super soirée avec ma famille pour mon anniversaire. Je crois que c'est le seul mois qui s'est bien passé en fait. En juin, on passe globalement un très bon mois. On fait les premières sorties pêche. Je lui offre un week-end de camping pêche pour son anniversaire, qui a juste été catastrophique à cause de la malchance qu'on a eue. J'en ai dédié mon premier podcast d'ailleurs, si tu veux aller l'écouter. De base, ce mois se passait très bien. Mais tout fin juin, il m'a fait pleurer. C'était pas la première fois. Mais là, il a franchi un cap. Il m'a vraiment blessé. Il a brisé quelque chose pour la première fois. Son ex lui avait envoyé un message. Je ne vais pas préciser la raison, car cela ne concerne pas le sujet de la vidéo, mais c'était indécent et irrespectueux. Je lui ai dit de l'envoyer chier, mais il l'a pas fait. Je sais pas pourquoi. Il a jamais rien osé lui dire, même je trouvais qu'il la protégeait étrangement. Mais bref, il osait pas le faire. Plus tard dans l'après-midi, ses messages étaient bizarres. Je soupçonnais qu'il avait bu, parce que je connaissais tellement cet état que j'arrivais même à reconnaître s'il avait bu par écrit quand même. Hein. On devait aller à la Vogue après, le travail ensemble, et mon collègue nous accompagnait. Ce collègue, il faut savoir, donc il est bien plus âgé que nous, il est bientôt à la retraite lui, et il faut savoir qu'on a un grand lien avec lui, c'est notre père spirituel, clairement. Donc bref, il nous a rejoints, et j'ai tout de suite vu qu'il était complètement saoul. Évidemment, au lieu de se rebeller contre son ex, il a préféré ne rien faire et boire. Seulement, rappelez-vous, lorsque j'ai dit à la première soirée avec son pote qu'il avait été rabaissant et pas cool avec moi, eh ben ça a été 10 fois pire cette fois-là. Il a été juste horrible avec moi. Il m'humiliait, se moquait de moi, me rabaissait devant tout le monde à la Vogue. J'ai littéralement pris pour son ex en fait. C'était un coup, il me disait un mot d'amour et la seconde d'après, il m'envoyait chier. Mon collègue a été tout moins témoin de tout ça. Il s'est retrouvé un peu impuissant et m'a beaucoup consolé. Alors qu'il était à quelques mètres de moi, il m'envoyait des messages. Et je vais vous les lire, car je les ai gardés. Il commence en me disant « Je suis au bout de ma vie, je suis le plus gros connard. Mais tu es la femme de ma vie, j'ai pas envie de te faire souffrir de mon passé, mais tu en seras forcément confrontée. J'en suis désolée ma chérie. » Donc tout commençait plutôt bien. Je lui réponds qu'en gros, moi que j'y sois confrontée, j'en ai rien à faire. Je lui parle par rapport à son comportement face à son ex, qui se laisse beaucoup trop faire, tout ça. Et là, tout de suite après, changement d'ambiance complet. D'un coup, ces messages, c'est « Écoute bien, crois ce que tu veux, mais ne viens pas me chier dans les bottes. Tu ne me crois pas, ne fais pas de plan avec moi. Si t'es pas prêt à faire un futur avec moi, t'es pas prête à faire ta vie avec moi, pas de souci. J'ai déjà assez fait de concessions à tes côtés. Si tu ne le vois pas, c'est pas mon problème. Je t'aime, tu es la femme de ma vie, alors merde, tu ne le crois pas, je peux rien faire de plus. » Ça illustre parfaitement ce que je vous disais tout à l'heure. C'était un mot d'amour pour ensuite envoyer chier juste après. Le viens pas me chier dans les bottes, vraiment, il m'a hanté pendant longtemps. Il avait tellement bu que le lendemain, il se rappelait de rien. Il comprenait pas pourquoi je faisais la gueule, ni pourquoi il avait dormi sur le canapé. Mon collègue lui a tout dit le lendemain, lui a montré les messages, et apparemment, il était choqué. Alors que j'étais retournée à la Vogue, le soir, ils sont tous les deux venus me rejoindre. Mon ex s'est excusé très sincèrement, on a discuté. J'ai accepté ses excuses sans lui pardonner à 100% pour autant, parce qu'il m'avait vraiment beaucoup blessé. Je lui ai dit qu'il commençait à avoir l'alcool mauvais, qu'il était de pire en pire avec moi quand il avait bu, et que ça devenait vraiment important qu'il se calme. Et qu'il parle au lieu de s'enfermer et de se servir de l'alcool pour fuir les problèmes. Et pourtant, une des dernières semaines de juillet, j'ai vécu un cauchemar. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas officiellement ce qui s'est passé et je n'ai jamais compris comment ça a pu se passer. Quand je viens le récupérer au travail, ce soir-là, on n'avait encore que ma voiture pour tous les deux, il ne sort pas. Je lui envoie un message, mais il ne répond pas. J'attends. Je me dis qu'il a dû prendre du retard et qu'il va sortir avec le reste de l'équipe. En gros, nous, on finissait à 19h15 et tout le reste des collègues à 19h30. À 19h30, tout le monde sort, sauf lui. Donc je demande aux collègues où il est. Ils me répondent qu'il était déjà sorti. L'un d'eux me dit même qu'il devait partir plus tôt. Première nouvelle. On me prévient qu'il avait pas l'air bien. J'essaie de l'appeler, il ne répond jamais. Je demande à mon collègue de s'y mettre. Je demande à sa sœur s'il est avec lui.
J'avais Chalot dans la voiture comme je revenais du cheval, et comme je n'avais pas sa laisse dans la voiture, je suis rentrée pour la déposer à l'appart, pour pouvoir aller le chercher en ville. Mais alors que je me garais chez moi, il m'appelle. Il me dit qu'il était sur le parking depuis le début, ce à quoi je dis que j'y étais, que je suis même restée une demi-heure et que je l'ai pas vu. J'ai même fait le tour du parking en voiture. Bref, je le récupère et je vois qu'il ne tient pas debout. Il est torché comme jamais il l'a été, pire encore qu'en avril et juin. Pour tout vous dire, il s'est même fait pipi dessus en allant aux toilettes, quoi. En fait, à chaque fois, son état était toujours pire que la dernière fois. Pour moi, à ce moment, c'est la raison pour laquelle il est sorti plus tôt du boulot, pour aller boire et se mettre dans cet état. Mais pourquoi? Quand je lui ai demandé, alors là, je me suis pris une avalanche. Il m'a sorti tout un discours, enfin, avec les 2 mots qu'il arrivait à peine à aligner, comme quoi tout ça, notre relation, c'était trop. Qu'il n'avait pas prévu de retomber amoureux, et il m'a même reproché le fait d'être tombé amoureux de moi. Je suis tombée de très très haut. Le lendemain, quand j'arrive au boulot, et qu'avec mon collègue on découvre l'état de notre lieu de travail, pardonne-moi l'expression, mais on est sur le cul. C'était juste sans dessus-dessous. Ce qu'il s'est passé la veille est encore pire que ce que j'imaginais. Mon ex était déjà bourré quand il est sorti du boulot. Il a même travaillé dans cet état. J'ai vécu un cauchemar ce matin-là au boulot. Plus la matinée passait, plus je découvrais les dégâts. Je ne comprenais pas ce qui se passait, ni comment ça avait pu arriver. J'ai passé ma matinée à pleurer. Quand je suis rentrée, je lui ai à nouveau demandé des explications. Il m'a sorti un tout autre discours que la veille. Il m'a dit qu'il en avait marre de ce boulot. Visiblement, ça suffit à venir bosser en se mettant une murge, mais bon. Je lui ai demandé comment c'était arrivé, s'il était déjà alcoolisé quand je l'ai déposé. Il m'a répondu que oui. Mais j'étais de repos ce jour-là, donc j'avais passé la matinée avec lui. J'étais avec lui. C'est moi-même qui l'ai déposé au travail. Je sais qu'il n'avait pas bu. Le seul moment où on a été séparés, c'est quand elle est sortie nous acheter à manger, mais c'était trop court. Il n'aurait pas pu se mettre dans cet état à ce moment, et je l'aurais vu. Je t'ai dit, je le connaissais par cœur maintenant quand il avait bu. Bref, il n'était pas motivé à aller bosser ce jour-là, certes, mais il était sobre, je le sais. Mais j'ai jamais réussi à lui tirer les verres du nez. Jamais. Ce jour-là, notre histoire aurait dû s'arrêter. Il avait dépassé les bornes. Oui, c'était fini à ce moment-là. Mais je le savais pas encore. Ou plutôt, je voulais pas l'admettre. Pas encore. Je l'ai viré de la maison toute la semaine, j'avais besoin de respirer, et je voulais que lui réfléchisse à ce qu'il voulait réellement avec moi, car je gardais en tête ses paroles, celles de la première version qu'il m'a sortie au début, sur notre relation. Et je lui ai dit que s'il revenait, c'était avec une condition, qu'il se fasse suivre. Par rapport au boulot, vous vous doutez qu'il a été lourdement sanctionné. Je m'attarderai pas là-dessus parce que c'est pas le sujet, mais voilà. Il a fini par revenir. Il m'a offert une rose éternelle avec un très joli mot d'amour. J'ai accepté de lui donner une dernière chance. Mais je garde ma condition qu'il se fasse suivre et je limite l'alcool à la maison. Je l'interdis pas complètement parce que j'ai peur qu'il craque et c'est pas la bonne chose à faire. Donc j'ai préféré simplement poser une limite. Une semaine après son retour, j'étais en vacances. J'ai fait un vlog de ces vacances. Et à mon dernier vlog, là actuellement, je vous ai dit que derrière ce sourire et cette joie de l'été se cachait quelque chose. Ce vlog d'été, depuis que je l'ai fait, je l'ai jamais regardé. Je crois que j'avais même pas visionné une dernière fois avant de la finaliser. Déjà, vous vous doutez qu'il y avait cette histoire qui était très très fraîche à ce moment. C'était mes premières vacances depuis 2 ans. Je les attendais avec impatience, mais du coup elles ont été horribles. On a commencé avec une nuit à camper à l'écurie où il y a ma jument. Je rêvais de le faire. Mais bon, déjà on n'a pas eu de chance, il y avait un vent glacial et on a plus passé la soirée enfermé à l'abri dans la tente qu'autre chose. Le lendemain, j'étais super déçue parce qu'il n'est jamais sorti de la tente de la journée. Il n'est pas venu s'occuper de ma jument Jaliska avec moi, alors qu'il adorait s'occuper d'elle à la base. J'ai juste été seule toute la journée et franchement, il m'a gâché un peu ce camping au pré que j'attendais tant de faire. J'aurais aimé qu'il partage ce moment avec moi, comme moi j'ai partagé énormément de moments avec lui pour lui faire plaisir. Et lui n'a pas été capable de faire la même chose pour moi. Tous les jours c'était tendu. Je crois que j'ai pleuré tous les jours. Comme je l'ai dit, les événements étaient très frais, j'avais du mal à passer à autre chose. Ça l'énervait. Il commençait à être irritable. Toutes mes vacances sont tournées autour de lui, car j'ai cherché que des activités qui allaient lui plaire, donc notamment la pêche. Je crois que j'essaie de le mettre et de le maintenir de bonne humeur. Le vlog de cet été et mes vacances se sont finis par un week-end camping-pêche au parc naturel de Chambaran. J'avais choisi ce parc car j'allais pouvoir en profiter, moi aussi, avec la présence des animaux, des cerfs, tout ça, tout ça.
On s'est pris la tête le jour du départ. Je savais pas ce qu'il avait, il était de mauvaise humeur, énervé. Donc je suis allée faire une petite course et je suis sortie donc fâchée. Je pense que ça l'a fait réfléchir parce qu'à mon retour, il s'est excusé et m'a dit que le départ le stressait un peu. Et on est passé à autre chose. On a passé un super week-end, enfin, tant que ça le concernait, vous comprendrez après. On s'est surtout concentré sur la pêche, donc tout allait très bien pour lui, il était d'excellente humeur, on a vraiment passé, je vous dis, un super moment. Puis avant de partir, j'ai demandé à ce qu'on aille voir les cerfs, parce qu'à la base, si j'avais choisi ce lieu, c'était pour en profiter, moi aussi. Ce que j'ai peu fait, car à partir du moment où on a fait quelque chose pour moi et non pour lui, il a fait la gueule et il a été insupportable. J'ai fini par couper court à la recherche des cerfs et on est parti. Je garde vraiment un souvenir un peu amer de ces vacances et de ce week-end que j'attendais avec impatience pour aller voir les animaux, parce que ça a fini sur cette note. Pendant 2 mois et demi ensuite, je vous le dis simplement, ça a été un enfer. Il tient la limite, il fait un énorme effort là-dessus, mais au prix d'une mauvaise humeur. Le manque d'alcool, plus le fait qu'il en a vraiment marre du boulot et qu'il veut partir, le rend irritable au possible. Un rien peut le déclencher. Je passe 2 mois et demi à me faire hurler dessus tous les jours. S'il ne hurle pas, il me parle extrêmement mal, de façon très agressive, ou me fait des réflexions gratuites. Peu importe ce que je dis, même des choses qui ne le concernent pas du tout, il prend tout pour lui et le prend mal. Dites-vous que c'était au stade où juste je pouvais me plaindre qu'il faisait moche, ça pouvait le faire déclencher et hurler comme quoi il était pour rien, etc. À un moment, simplement, je lui ai raconté un potin du boulot. Pareil, là, cette fois, c'est là où il m'a vraiment hurlé super fort, mais plus que les autres fois dessus, et il en est même parti de la maison, quoi. J'en peux plus, et je passe 2 mois et demi à pleurer tous les jours en le suppliant d'arrêter de mal me parler, d'arrêter de hurler. Et à côté de ça, en même temps, je ne me laisse pas complètement faire, je réponds, je tiens tête, et j'ose pas imaginer les proportions que ça aurait pris si je m'étais vraiment laissé faire à 100%. Tous les jours, quand j'entrais du boulot, j'avais peur de quelle humeur il allait être. Je devais réfléchir attentivement à chaque mot que j'utilisais, à la façon dont je le disais. Il me reprochait exactement la même chose, et me disait qu'il avait la même inquiétude quand il rentrait. Il se plaignait même de mon comportement, apparemment insupportable auprès de nos proches, d'ailleurs. Je l'ai appris plus tard, même tout récemment, mais tout le monde savait très bien ce qu'il en était en réalité. Il comprenait pas que tout partait de son comportement à lui. Simplement, je me défendais en fait. Il avait des moments où il était très lourd, je détestais quand il était comme ça. Mais je me forçais à rien montrer et à faire genre ça m'amusait qu'il soit comme ça. Juste pour passer un moment sans mal me faire parler ou sans me faire hurler dessus. Je me forçais à rigoler à des choses que je trouvais pas drôles du tout, ou même que je ne tolérais pas, pour éviter qu'il s'énerve, ou pour ne pas passer, moi, pour celle qui est de mauvaise humeur à la base. Je me suis dit à ce moment que ma vie allait être comme ça maintenant. Devoir être une personne que je ne suis pas, pour que tout se passe bien. Avec ce cœur serré et cette boule au ventre à chaque parole ou chaque rire, en espérant que ça ne le déclenchera pas. Fin septembre, on va récupérer un van avec lequel on a des projets d'aménagement pour partir en camping plus confortablement. Il s'est adouci, heureux d'avoir sa voiture. Mais ça a duré qu'une semaine, parce qu'on a eu des gros problèmes avec le van. On s'est fait arnaquer, tout simplement. Il y avait bien besoin de ça. Et c'est reparti. Un jour, j'ai osé lui demander s'il avait cherché un addictologue ou n'importe quel professionnel pour se faire suivre. Il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit, tu te rappelles, c'était la condition pour que tu reviennes. Il s'est énervé, c'était prévisible, et m'a demandé s'il faisait pas assez d'efforts comme ça, etc., etc. Fatigué d'une nouvelle crise de colère, j'ai laissé passer. Il ne voyait pas que c'était pas qu'une question de faire des efforts pendant 2 mois. L'alcoolisme, c'est une maladie. C'est toute la vie qu'il allait falloir devoir faire des efforts. Il m'a reproché que je ne lui faisais pas confiance. Il voulait me faire culpabiliser, et il avait visiblement oublié que c'était à lui de récupérer ma confiance à la base, et non l'inverse. Mais il a réussi. Puisqu'au bout d'un moment, j'ai levé la limite pour lui montrer que je lui faisais confiance. Je sais que tu te demandes qu'est-ce qu'il fichait encore chez moi avec un comportement comme ça. Pourquoi je ne le quittais pas? Parce qu'à ce moment-là, j'étais convaincue que c'était pas lui, cet homme-là. Qu'il fallait juste tenir jusqu'à ce que le vrai lui revienne. Celui que j'ai rencontré, celui dont je suis tombée amoureuse. Le pot de colle qui venait toujours chercher des câlins, des bisous, qui m'envoyait de doux messages toute la journée. Celui qui me faisait pleurer de rire, et pas pleurer tout court. Mais j'avais oublié que cet homme-là, en réalité, j'avais vu que les 2 premiers mois. Aujourd'hui, je me dis qu'il n'a en fait été amoureux de moi que pendant ces 2 mois. Ou peut-être même n'a-t-il même pas été amoureux, j'ai juste été un crush.
Durant tous ces mois, je lui ai souvent fait le reproche que j'avais l'impression d'être la seule à me battre pour notre couple, à entretenir la flamme avec des attentions ou des sorties, car lui n'a jamais rien organisé pour moi, à part mon anniversaire. Et tout son comportement à ce moment-là, même après les ruptures, m'ont prouvé que j'ai été la seule à avoir eu des sentiments réels et sincères, durant presque un an. Début novembre, je suis en vacances, ça se passe plutôt bien, il s'est calmé au fait que j'ai enlevé la limite, mais il continue ses efforts à côté quand même, et est retourné dans son boulot de prédilection. Tout allait mieux. On a fait une soirée avec mon collègue et c'est très bien tenu, il a même été très fier de lui, et j'étais contente de le voir comme ça. Le week-end, il avait la soirée d'anniversaire du copain de sa sœur. Je l'accompagnais pas, parce qu'à la base, je ne savais pas que c'était pour son beau-frère, cette soirée, il me l'avait pas dit. Je l'ai appris que le soir même, donc j'ai eu l'air con de pas y être allé du coup. Tout au long de la semaine, il m'a promis qu'il serait raisonnable et qu'il ne rentrerait pas tard. En plus, il était un peu malade, donc il pensait vraiment pas rester très longtemps. Tout au long de la semaine, je lui ai dit que j'étais fière de lui et que je lui faisais confiance. Depuis que je lui avais dit ces mots, en avril, quand il est sorti au resto avec son pote de beuverie, je lui avais plus jamais dit ça, vu comment ça avait fini. J'avais eu une appréhension d'ailleurs quand je lui ai dit ces mots. Je te fais confiance. Mais c'était le cas. J'avais 1000% confiance. J'ai eu des messages au début de la soirée, donc là où j'apprends que c'était donc l'anniversaire de son beau-frère, et j'ai plus rien eu après. J'ai eu aucun mot d'amour ou ne serait-ce des nouvelles. Je demandais pas un message toutes les 5 minutes, encore une fois je suis pas comme ça, mais au moins un toutes les heures. Je me suis forcée de mon côté à ne pas trop lui en envoyer, pour le laisser respirer et lui montrer que je lui faisais confiance. Mais j'aurais aimé que lui aussi fasse un effort et me montre qu'il pensait à moi, autant que je pensais à lui. Quand je lui ai dit que j'allais me coucher, il m'a appelé. J'entendais à sa voix qu'il était sobre, qu'il tenait parole, et j'étais tellement fière de lui, je lui ai dit. Il m'a dit qu'il allait pas tarder, qu'il rentrerait à minuit grand max. Donc soulagée, je m'endors. Mais quand je me réveille à 1h du matin, il est pas là. Et j'ai pas de nouvelles. Inquiète, je l'appelle. Il est toujours bien. Il me dit qu'il a été retardé par les autres et il comprend pas pourquoi, je suis en colère. Je lui ai longuement expliqué que le fait qu'il reste plus, c'est ok pour moi. Il y a aucun problème. Mais juste qu'il prévienne. Quand il me dit qu'il rentre à minuit et je me réveille à 1h et qu'il n'est pas là, que je n'ai ni message ni appel, faut se mettre à ma place, ça fait peur. Et c'est pas la première fois qu'il me faisait ce genre de coup. Je lui ai donc dit une énième fois qu'il n'était pas tout seul, qu'il y avait quelqu'un qui l'attendait à la maison et qu'il ne pouvait pas ne pas tenir au courant comme ça. Il s'est excusé et il m'a demandé si je voulais qu'il rentre. Évidemment que j'ai eu envie de dire oui. Je sentais que ça allait dégénérer s'il restait. Une part de moi regrette de lui avoir dit de rester profiter au lieu d'accepter qu'il rentre. Mais j'avais trop peur qu'il m'en veuille de l'avoir fait partir. Et en plus, c'était pas à moi de prendre cette décision. Lui aussi était adulte et pouvait décider bon de rentrer. Il est resté, en me disant encore une fois qu'il ne tarderait pas à rentrer. J'ai jamais réussi à m'endormir. J'avais un mauvais pressentiment. Je savais déjà ce qui allait se passer. J'ai eu aucune nouvelle de lui, à nouveau. Ça ne m'aidait pas à me rassurer. J'ai pleuré, non-stop, jusqu'à 3h, où il me dit qu'il part. Quand il finit par rentrer et qu'il arrive, il est dans le même état qu'en juillet. Il tient pas debout, il garde les yeux à moitié ouverts, il n'arrive pas à aligner 2 mots, et il est rentré en voiture dans cet état, et tous les autres, sa sœur, son beau-frère, ses potes, l'ont laissé rentrer dans cet état. Il avait une voiture de prêt, en plus, à ce moment, puisque le van était au garage. Il m'a tout de suite dit « Alors oui, je suis bourré, mais regarde, je suis pas violent, je te parle bien. » J'éclate en sanglots, je lui hurle qu'il m'avait promis, que je lui avais fait confiance. En juillet, après les événements au travail, je lui avais dit que je ne laisserais plus rentrer chez moi dans cet état. Donc j'ai tenu parole, mais j'ai tout de suite ramené chez sa sœur, qui habite à 5 minutes de chez moi. Le lendemain, mon dernier jour de vacances, super dernier jour de vacances, son premier message de la journée, c'est même pas des excuses, mais « je peux rentrer ?» avec plein d'interrogations et d'exclamations. Oui, non, puis encore plein de points d'exclamation et d'interrogation. Puis il me dit en plus, après, je ramène le petit-déj. Je lui dis qu'il pouvait faire demi-tour avec son petit-déj et qu'il ne pouvait revenir que le soir. Le soir, il rentre, toujours dans le même état. Et oui, il a forcément décuvé un peu depuis la veille, donc c'était pas que des restes. Il m'a avoué avoir bu avant de venir. Ça le stressait de rentrer, tu comprends. Ni une ni deux, je le refous dans la voiture et je le ramène encore une fois chez sa sœur. Je lui demande si c'est sérieux, ça, de le laisser repartir comme ça. Elle est étonnée, elle m'a dit qu'il a passé la journée ici, qu'il n'a rien fait. Son beau-frère me dit qu'il a peut-être pas encore décuvé, mais sérieux. Je dis si là, il a pas encore décuvé, c'est qu'il y a un problème, vu qu'il est dans le même état, voire pire qu'hier.
Je leur dis qu'il a bu sur le chemin. Ils essayent de le défendre, que bon, c'était exceptionnel, c'était pour l'anniversaire, ils lui cherchent des excuses, enfin... Comment il peut s'en sortir avec des façons de penser comme ça, quoi. Bref, j'explose, je dis qu'il y a toujours une excuse, tout le temps. Lui, pendant ce temps, il tient pas debout, il se casse même la gueule. Il reste quelques jours chez sa sœur, encore une fois. Moi, pendant ce temps, je réfléchis. J'accepte de mettre de l'eau dans mon vin pour le premier soir, parce que c'était sa première grosse soirée depuis juillet, et que c'était quand même vachement mal tombé. C'est vrai que c'était un grand événement, l'anniversaire du copain de sa sœur, qui est quasi comme un frère pour lui, donc bon. J'ai conscience que j'en ai trop demandé, et qu'il a fait l'incroyable effort quand même de tenir jusqu'à 1 heure, ce qui est vraiment incroyable. Si après tout le monde s'est jeté sur lui, je comprenais que ce soit difficile, parce que bon, évidemment il avait choisi un entourage qui avait besoin d'être bourré pour passer une bonne soirée, alors ça aide pas. J'ai juste dit qu'il aurait pu prendre la décision de rentrer, et que rien ne l'avait obligé à se mettre dans un tel état. Il aurait simplement pu se mettre pompette, au lieu d'être arraché au point de même pas pouvoir marcher. Mais pour le lendemain, par contre, je lui ai dit que là, c'était impardonnable. Il l'a admis, il s'est excusé, bon, seulement pour le dimanche. Il a dit qu'il devait réfléchir, genre c'était à lui de réfléchir. Je l'ai laissé rester à la maison parce que j'étais trop débile pour avoir encore du respect pour sa sœur qui, à mes yeux, n'était pas sa nounou. Le reste du mois est dur. C'est froid entre nous. Comme j'en peux plus de cette ambiance, j'essaye de rendre les choses plus gaies, j'essaye de rigoler, mettre une bonne ambiance, mais lui ne suit pas. Je sais qu'il est temps d'y mettre fin. Encouragée par tout mon entourage, je me blinde tous les jours pour réussir à lui dire. Mais j'y arrive pas. J'arrive pas à sauter le pas. Je suis encore amoureuse malgré tout, et je reste persuadée qu'il est l'homme de ma vie, et que le vrai lui finira par revenir. Et pourtant, il y a un autre côté où je sens que je ne tiendrai pas encore très longtemps comme ça. La seule chose qui m'aide à y mettre fin était de me dire que ça serait temporaire, qu'on se retrouverait sûrement dans quelques mois. Mais j'y arrive pas, malgré que je sois au bout et que je ne supporte plus cette situation. En fin novembre, il me dit qu'il va se faire suivre, qu'il veut que ça change. On reprend petit à petit une vie de couple, j'ose espérer que les choses vont s'arranger. Et une semaine plus tard, il demande à me parler, et il me fait pour la première fois des réelles excuses sincères sur tout ce qu'il m'a fait vivre ces derniers mois. Il s'excuse de tout. Tout. Il y a le déclic, le vrai, je le sens. Le moment est enfin arrivé. Tout va s'arranger. Après ça, j'ai la meilleure récompense du monde d'avoir tenu et m'être accroché tout ce temps. J'ai ce que j'attendais depuis tout ce temps. Il redevient comme avant. Enfin, on rigole à nouveau. J'ai plus peur quand il rentre du travail. Je passe une semaine et demie de bonheur à me dire que j'ai bien fait de m'être écouté, de ne pas avoir écouté tous ceux qui me disent qu'il fallait que je le quitte. Tu peux aller voir mon vlog de décembre, j'en parle. Cette semaine-là, on est même allé voir des centres d'addictologie. On a même réussi à le placer sur liste d'attente pour mi-janvier. Il avance, il veut y arriver, et je le vois. Il va se faire suivre, tout va s'arranger, j'en suis persuadée. Je suis sur mon petit nuage tout au long de cette semaine. Et puis, vint le jour fatidique. Un après-midi, pendant qu'il est au boulot, il m'appelle. On avait récupéré le van à ce moment-là. Et il me dit qu'en fait, il a fait une petite connerie, il avait laissé les clés à l'intérieur. Et en fait, en gros, le van s'est verrouillé de l'intérieur. Et pour le déverrouiller, il a dû casser une vitre de la voiture. Il était à bout, parce qu'on n'avait pas encore fini les réparations sur le van de base. Donc il y avait ça qui se rajoutait. Et j'ai senti qu'il a... En plus, il passait pas une super journée au boulot. Il y avait ça qui s'est rajouté. J'ai deviné dans quel état il allait rentrer. D'habitude, il m'envoyait toujours un message quand il partait du boulot. Donc il était censé rentrer vers 17h. Il partait plus en général vers 17h, donc il revenait vers 17h30. Mais là, voilà, on était 17h30 et j'avais toujours pas de nouvelles. On était même bientôt 18h. Donc je l'appelle. Il me dit que là, il est rentré dans le village et qu'il arrive. Donc techniquement, en entrant dans le nom du village qu'il m'a dit, il aurait dû mettre 10 minutes à rentrer. Il met une demi-heure à rentrer, qui est la durée de son boulot à la maison. Donc, je comprends qu'il m'a menti. Pour moi, c'était sûr. Quand il m'a appelé, qu'il m'a dit qu'il arrivait bientôt, il partait seulement de son travail. Quand il est rentré, il n'est pas torché, mais je vois qu'il est un peu alcoolisé. Encore une fois, je le vois, je le sais. Je mets un moment à lui tirer les verres du nez parce qu'il maintient mordicus. Il dit « Mais qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Et j'arrête pas de lui expliquer. Quand tu m'as appelé, t'étais censé être à 10 minutes. T'as mis une demi-heure depuis cet appel. J'ai essayé de lui dire « C'est pas normal. » Je lui dis « À un moment, sois honnête avec moi.
Dis-moi simplement que tu venais seulement de partir de ton boulot. Il finit par enfin m'avouer qu'il avait eu besoin de boire, tout ça, tout ça, tout ça. Je m'énerve, mais pas sur le fait qu'il a bu, parce que ça j'ai convenu. Quand on a décidé de se faire suivre, je lui ai dit que des rechutes, il en aurait encore, mais qu'on réagirait intelligemment, qu'on en discuterait, qu'on analyserait pourquoi il avait besoin de se mettre dans cet état, qu'est-ce qui s'est passé, réagir intelligemment, quoi. Donc j'étais partie pour le faire. Mais là, en fait, ce qui m'a vraiment énervé, c'est le fait qu'encore une fois, il essaye de mentir et de me le cacher, alors qu'il sait très bien que ça sert à rien. Je suis pas débile, en fait. Donc une fois cette tornade-là passée, on en discute, il m'en parle, il en pleure quand il me parle de sa vitre, de sa voiture, il me dit c'est moi qui ai dû prendre, c'est moi qui ai dû casser la vitre, tout ça, enfin, incroyable. Bref, on va se coucher là-dessus. Le lendemain, j'ai dormi qu'1 heure, parce que quand il est alcoolisé, il ronfle vraiment très fort. Plusieurs fois dans la nuit, je l'ai poussé pour qu'il se tourne, et à un moment, vu qu'il réagissait pas, je l'ai poussé un peu plus fort, pour enfin le réveiller. Et je lui ai dit, tourne-toi, s'il te plaît, je me lève bientôt, j'ai besoin de dormir. Je sais plus ce qu'il m'a dit exactement, mais juste, je me suis fait royalement envoyer chier. Mais il a été vraiment fort, juste parce que je lui demandais de se tourner pour que je puisse dormir. Donc avec ma seule heure de sommeil, je suis allée travailler. Je travaillais jusqu'à 14 heures ce jour-là, c'était une grosse journée. Quand je suis rentrée, j'ai la surprise de voir la porte entr'ouverte, le chaton dehors. Et lui, pendant ce temps, il dormait. Il était en train de ronfler. Il dormait toujours. Quand je suis montée, j'ai vu qu'il était habillé. Enfin, habillé, il avait un jogging et un t-shirt. Je lui dis, oh, il y a la porte qui est ouverte, il y avait le chaton dehors. Il me fait, sérieux? J'ai dit, bah ouais, en fait. Je lui demande, mais t'es sorti? Il me dit non. Je dis, bah, arrête de te fiche de moi. Je dis, t'es habillé? La porte est entr'ouverte. J'étais forcément sortie à un moment. Et au bout d'un moment, il admet que oui, il allait chercher un truc dans sa voiture, enfin je sais plus quoi. Donc encore une fois, il essayait de me cacher un truc, même si je voyais bien que c'était pas le cas. Et donc je l'engueule un peu, parce que je lui dis, tu te rends compte, ça aurait pu être grave là. Il y a quelqu'un, pendant que tu dormais, toi en haut, tu captais rien. Il y a quelqu'un qui aurait pu nous voler le chien. Il y a le chat, il aurait pu se faire écraser, parce qu'il y a la route juste à côté. On aurait pu venir nous cambrioler à la maison. Enfin, ça aurait pu être vraiment très grave ce qui se passait. Et bref, moi je descends. Et je m'attendais à ce qu'il me suive, qu'il se lève enfin. Il descend, et en fait, je le trouve bizarre. Il avait bu, mais pas au point d'avoir autant de mal à décuver, parce que là, je voyais qu'il tenait moins debout que la veille. La veille, il était bien, il marchait bien et tout. Là, je trouvais qu'il tenait pas beaucoup debout. Je le trouvais vraiment bizarre. Et une fois qu'il allait aux toilettes, il commence à remonter. Je lui dis, bah tu fais quoi? Il ose me répondre, je vais me poser. Ah bah là, j'explose. Je dis, mais tu veux te poser de quoi? C'est 14 heures, tu dors encore? Je dis, j'ai dormi 1 heure, j'ai fait 4 heures, 14 heures aujourd'hui, je rentre, j'ai dû courir après le chaton, j'ai dû sortir le chien parce que tu l'avais pas fait, et que la pauvre chienne, bah, depuis tout ce temps, elle était jamais sortie, et tu veux te poser? On s'énerve et il retourne se coucher. Donc moi, avant de le tuer, je décide de sortir pour aller m'occuper de ma jument. Donc je rentre à 16 heures, et en me garant à côté de sa voiture, je décide d'aller regarder sa voiture, parce que c'est vrai que cette histoire de vitre, je suis même pas allée vérifier. Et donc j'ai fait le tour de sa voiture, j'ai regardé, et là, je vois qu'en fait, je sais pas si tu vois, cher journal, sur les voitures, donc il y a la vitre, et un peu sur le devant, des fois, il y a un petit triangle de vitre. Je sais pas comment mieux décrire ça. Et en fait, c'est ça qu'il avait cassé, c'est ce mini bout de vitre. Et là, mais je suis furieuse. Je me dis que là, toute cette histoire, la veille, c'est parti juste à cause d'un mini bout de vitre. C'est allé à ce stade juste pour ça, parce que ça c'est que dalle. Oui, ça faisait chier. Mais franchement, se mettre dans cet état juste pour ça, non, là, je suis désolée, c'était abusé. Donc je monte, et là, je découvre qu'il dort encore. C'est 16 heures, il est encore en train de dormir. Donc là, je monte, j'explose vraiment, parce que là, c'est trop. Que tu boives, c'est une chose, et on a dit qu'on réagirait intelligemment sur ça, d'accord. Mais par contre, bah t'assumes derrière. Donc je l'engueule, et monsieur n'a pas apprécié que je ne laisse pas décuver. Il se lève, il va s'habiller, il commence à prendre ses clés pour partir. Il y a eu plein de moments à essayer de partir comme ça quand il était énervé, quand il était bourré à cause de l'engueulade, parce qu'il voulait fuir l'engueulade, qu'il ne veut pas y faire face. Toutes ces fois, je l'ai retenu, parce que je voulais pas qu'il prenne la voiture
comme ça. Là, j'étais tellement à bout, j'en avais tellement marre. Je me suis dit, vas-y, pars. Et donc il est parti. Il n'a donné aucune nouvelle pendant, je crois que ça faisait 30 heures. Donc ça veut dire que pendant toute l'après-midi, toute la soirée, toute la nuit et tout le lendemain, il n'a donné aucune nouvelle sur où il était, ni aucun signe de vie. Il ne répondait à personne. Et là, en fait, déjà le soir même de son départ, déjà, j'ai appelé une amie. Je lui raconte tout et je lui dis j'en peux plus, ces montagnes russes émotionnelles. Et c'est le déclic. Mon déclic. Ce sera toujours comme ça. Ce sera toujours des promesses pour des rechutes encore plus fortes et des réactions toujours pires. J'enchaîne donc cette phrase en disant que ça doit se finir maintenant. Et que de toute façon, c'était fini depuis juillet, déjà. Mais j'étais pas encore prête à le voir. La première fois que j'ai voulu le quitter, rappelle-toi, c'est ce qui m'aidait était de savoir qu'on se retrouverait un jour. Mais là, j'avais même plus cet espoir. Ça devait se finir. Il avait atteint un point de non-retour. Partir comme ça, sans donner de nouvelles, sans même dire où il était, juste parce qu'il était vexé que je l'ai pas laissé décuver. Non. Le lendemain matin, je lui envoie un message. Je déteste ceux qui larguent par texto, mais là, il m'a vraiment pas laissé le choix. Je lui dis que j'en pouvais plus, que partir toute une après-midi et toute une nuit sans me dire où il était, sans me donner de nouvelles, c'était la connerie en trop, et qu'il avait jusqu'au week-end pour récupérer ses affaires. Il a lu le message qu'une semaine plus tard, et en attendant, il continue de donner aucun signe de vie. Il a fini par en donner un, même pas à moi, le soir, donc 30 heures après son départ. Ainsi, ça s'est terminé avec le premier homme que j'ai osé considérer comme l'homme de ma vie, 9 jours avant nos 1 an. Tout le monde me dit que j'ai été courageuse d'y mettre fin, mais je trouve pas. Je n'ai tenu qu'1 an. Certains vivent des années dans ces circonstances. Et avec de la chance, certains arrivent même à s'en sortir. Et des fois, je culpabilise, en me disant que je vais peut-être pas assez donner sa chance. C'est pas un exercice facile pour moi, car je veux pas donner l'impression de me victimiser. Il y a pire, je le sais. Il y a les violences conjugales ou autres horreurs dans les couples. Ça a été dur, très dur parfois, j'ai pas vécu des choses normales, mais il y a pire, j'en ai conscience. Et oui, il y a cette part de moi qui ne me trouve pas si courageuse que ça d'avoir fini après seulement 1 an. L'alcool n'a pas été le seul souci durant cette année, et j'ai mis longtemps après la rupture à m'en rendre compte. Et c'est ce qui m'a aidé à moins culpabiliser sur le fait de peut-être ne pas l'avoir assez accompagné, de ne pas avoir supporté tout ça jusqu'à ce que enfin ça soit réellement mieux. Je vais vous donner quelques exemples hors alcool. Il y en a eu un très tôt, en janvier, donc durant notre premier mois de couple, et déjà ce moment-là, ça aurait dû me donner un signal d'alerte. On n'habitait pas encore ensemble, et donc je suis allée le voir, parce que je rencontrais un gros problème personnel, et j'avais besoin de lui, de son réconfort, j'avais simplement besoin qu'il soit là pour moi à ce moment-là. Et quand j'y suis allée, il a réussi à retourner le truc pour lui, pas le problème dit en soi, mais il a réussi à remettre le malheur sur lui. Et en fait, j'y suis allée pour, moi, me faire remonter le moral, et j'ai fini par, moi, lui, remonter le moral. Alors que déjà, de base, j'étais pas du tout en état pour ça, et j'étais pas venue pour ça à la base. Et à aucun moment, lui ne m'a donné ce soutien. Et je me suis fait la réflexion quand je suis repartie, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas eu mon réconfort, quoi. Il a retourné le truc sur lui. Donc je me suis déjà fait la réflexion à ce moment-là, mais ça ne m'a pas donné un signal d'alerte, j'ai laissé passer, et c'est quelque chose qu'il a très, très, très souvent fait tout au long de l'année. Un autre exemple, bon là ça va être très personnel, je suis désolée, mais j'ai fait un frottis, voilà, et il faut savoir que j'ai quelques problèmes à ce niveau-là, et du coup j'ai des grosses douleurs quand je me fais faire un frottis, et en plus je suis tombée sur un niveau gynéco qui a été juste horrible, qui n'a pas été de main morte. Donc je suis ressortie de là en ayant vraiment d'énormes douleurs, j'étais vraiment pas bien tout au long de l'après-midi, j'enchaînais avec le travail en plus juste après. Au travail, tout le monde s'est inquiété pour moi, tout le monde n'a pas arrêté de me demander si ça allait, il y en a qui sont allés me chercher des médicaments. Et tout au long de l'après-midi, je lui ai dit que j'étais pas bien et tout. Et malheureusement pour moi, c'est tombé en plus sur... donc c'était c'était quand ? C'était en octobre. Donc on venait d'avoir le van, et c'était là où le van nous a fait sa première panne. Donc c'est tombé pile ce jour-là.
Donc ce jour-là, il n'y en avait que pour le van, du coup. Donc il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, même avant qu'il y ait le problème du van, même avant qu'il y ait tout ce problème, il ne se souciait pas beaucoup de mes messages me disant que j'étais pas bien. Il n'aurait rien pu faire, mais juste un petit message, comme ça fait toujours du bien, quoi. Et ce qui fait que, moi j'étais toujours pas bien, le soir même, hein, et ce qui fait que tout au long de la soirée, ça n'a tourné qu'autour de ça. Tout au long de la soirée, j'ai dû mettre de côté ma douleur pour le réconforter, pour lui dire que ça va aller, pour essayer de chercher des solutions aussi, pour essayer de calmer sur le fait que c'était pas foutu, on sait même pas ce qu'il a, il entre à peine au garage, enfin voilà, et lui, pas un seul moment dans la soirée, il a mis le van de côté, comme moi j'ai mis la douleur de côté, pour ne serait-ce me demander si ça va mieux. Il ne m'a pas demandé si ça allait ou si ça allait mieux de toute la journée, ni de toute la soirée. J'aurais bien aimé, même juste que 5 minutes, que juste tu prennes 5 minutes pour juste me soutenir aussi moi en fait. Mais non, ça a été à moi de mettre mon problème de côté pour le soutenir lui. Le lendemain matin, je me suis dit, il va me demander si ça va mieux. Non, le lendemain matin, il m'a pas demandé. Il est juste venu me faire le bisou avant de partir bosser, c'est tout. Quand je suis arrivée au travail, la première chose qu'on m'a demandé, c'est si ça allait mieux. C'est la première chose. J'ai à peine mis un pied au boulot que tout le monde est venu me voir. Tout le monde m'a demandé comment je me sentais, si ça allait mieux, tout ça. Je leur dis merci parce que même mon mec, il est incapable de me demander. Donc on s'est revus le midi, toujours rien. Le soir, toujours rien. Et du coup, je lui ai fait la réflexion. Je lui ai dit, tu te rends compte, au travail, c'est la première chose que tout le monde m'a demandé. Et sa réaction, t'as qu'à te mettre en couple avec eux. Voilà. À aucun moment, il a compris d'où il avait à se soucier de ça. Pour lui, déjà, c'est un problème qui ne le concernait pas. Donc en gros, il s'en foutait. Jamais aucun soutien de sa part, mais vraiment jamais. Et encore, même quand il essayait, parce qu'il faut savoir que dans l'année, toujours en novembre, ça a vraiment été une super période, décidément, ce moment-là. Tout début novembre, j'ai vendu mon poney, donc pour des raisons qui me concernent, et dont vous savez être parfaitement au courant si vous regardez le vlog, parce que j'en ai pas mal parlé. Et le soir, le jour de sa vente, quand je suis rentrée le soir, il m'avait préparé un petit apéro. Donc en soi, l'attention était géniale. L'apéro, franchement, c'était chouette. Mais il a eu un comportement tout au long de la soirée qui a franchement tout gâché. Il m'a fait cette attention, mais j'ai juste eu l'impression que ça l'a fait chier de me le faire. Il y a, comme je vous ai déjà parlé, de comportements très lourds qu'il pouvait avoir, et il avait exactement... Je ne peux pas vous décrire ce comportement-là, en fait, il faut le vivre. Je suis incapable de vous décrire comment il était à ce moment-là, je peux juste vous dire qu'il était lourd. C'est la meilleure façon de décrire. Mais vraiment, et j'avais beau lui dire, arrête là, s'il te plaît, t'es lourd, t'es chiant, enfin... Et il m'a dit, oui, mais si je me mets en mode tout mielleux, je te fais des câlins et tout, tu vas pleurer. Je lui dis, non, pas forcément, enfin... je dis même, j'apprécierais que tu sois comme ça, en fait, parce que là, juste vraiment, là, c'est ton comportement qui gâche tout. Ça avait été un débat, donc la soirée de réconfort, pas trop ça. Comme je vous dis, il a essayé, mais ça sentait que juste ça le faisait chier, en fait. Il y a d'autres trucs, mais ça, en fait, ça le touche vraiment personnellement, donc j'ai pas trop envie d'en parler. Il est du genre très culpabilisant, même quand le sujet le concernait, en fait, il arrivait toujours à retourner le truc avec des paroles, tout ça. Mais ça marchait pas tout le temps, parce que je me laissais pas faire, et je pense qu'il y a ça qui l'a un peu fait chier dans notre relation. C'est qu'il a vu que ça marchait pas tout le temps, et que je me laissais pas tant faire. Et je pense que ça l'a fait chier. Il a été très victimisant, donc c'est là le côté où ça rentre très personnellement chez lui, donc je vais pas trop en parler. Quand je vous disais, par exemple, pour les marques d'affection, quand je vous disais qu'il ne m'en donnait plus et que j'étais jusqu'à devoir les réclamer, en novembre, quand ça s'est un peu calmé, j'en ai profité pour lui demander pourquoi autant de changements, alors qu'avant, il était pot de colle, et que même il m'avait prévenu, il m'avait dit je te préviens, je suis pot de colle et tout, et que plus du tout. Mais ça avait duré 2 mois, genre cette période pot de colle, que j'avais plus aucun bisou, plus aucun câlin, que c'était toujours moi qui allais les chercher. Si j'en faisais pas, j'en avais pas. Hein. J'ai fait le test un jour de rien réclamer, de rien aller chercher. Et dites-vous, ce jour-là, j'ai eu un bisou. Voilà, c'est tout ce qu'il y a eu de la journée. Surtout que moi, à la base, c'est tout ce que je réclamais. Je suis quelqu'un de très simple comme fille, je demande juste ça en fait. Je demande juste des petites marques d'affection, entretenir la flamme en fait, tout simplement. Et comme je lui ai dit, je ne demande pas des restos 4 étoiles, je ne demande pas des voitures de luxe, je demande pas grand-chose, je demande juste de l'attention et de la présence. C'est tout ce que je demande en fait.
Et dites-vous que ce jour-là, du coup, il m'a répondu qu'en gros, ce n'était pas sa priorité, qu'il y avait d'autres problèmes et que du coup, il n'avait pas la tête à ça. Bah, je lui ai dit clairement que je voyais pas le rapport. Il n'y avait aucun rapport, surtout que un bisou ou un câlin, ça demande 30 secondes dans une journée. Donc, il n'y a pas besoin non plus de mettre tant que ça les problèmes de côté pour ça. Et comme je lui ai dit, c'est juste pour entretenir la flamme, en fait. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui cherche à entretenir cette flamme tout le temps. Donc voilà, j'ai toujours été choquée de cette réponse, vraiment. Et dites-vous que dans tout ça, dans tout ce que je vous ai raconté, que ce soit dû à l'alcool ou hors alcool, vraiment absolument tout ce que je vous ai raconté durant tout ce podcast, dites-vous qu'il minimisait sans arrêt. Et que c'était toujours moi qui dramatisais ou qui exagérais. Il ne s'est jamais remis en question, réellement, et ça a toujours été de ma faute, en gros. Son comportement a toujours été de ma faute. J'exagérais, je dramatisais, voilà. Dites-vous que, je vous rappelle cette histoire, donc cette soirée d'anniversaire, je vous rappelle qu'il s'en était quand même excusé, qu'il avait quand même admis des choses, donc qu'il aurait dû partir plus tôt, qu'il n'avait pas non plus à se mettre dans cet état à ce point. Voilà, ça, tout ça, c'était admis. Tout ça pour que 1 ou 2 semaines plus tard, ça revienne sur le tapis et qu'il me sorte quand même que tout ça parce que j'étais juste vexée qu'il soit allé à une soirée sans moi. Et là, je me suis dit, mais en fait, il a rien compris. Et il comprend jamais rien. Malgré des excuses et avoir admis tout ça, hein. Pas qu'il a retourné sa veste, donc c'est juste que ses excuses n'étaient pas si sincères que ça, qu'il a fait ça juste pour s'en sortir et juste pour pouvoir revenir à la maison, parce que pour lui, tout ça n'a été que moi, qui n'a juste pas apprécié qu'il passe une soirée. Et là, mais c'est lunaire, vraiment, hein, quand là, il y a le monde qui s'effondre, et déjà, là, j'ai compris que ça serait toujours comme ça, et qu'en fait, on s'en sortirait jamais. Dites-vous que là, tout ce que je vous ai raconté, c'est vraiment les plus gros points de tout ce qui s'est passé durant cette année. Il y a eu vraiment beaucoup d'autres choses. Je vais pas tout détailler parce que sinon le podcast il va durer 5 heures. Vraiment, dites-vous que je vous ai raconté à peine la moitié de tout ce qui s'est passé. Je vous ai à peine décrit les mauvais comportements qu'il pouvait avoir dans certaines situations parce qu'il y en avait eu vraiment d'autres. Avant que je sois avec lui, on m'a toujours qualifiée comme quelqu'un de solaire, de pétillante, de plein de joie de vivre. Et je sais que c'est ça qu'il a attiré chez moi. Parce qu'il avait besoin de ça. Il avait besoin de cette joie de vivre, il avait besoin de cette bonne humeur. Et ça, pareil, je m'en suis déjà rendu compte. Un jour où, pareil, moi, ça n'allait pas forcément bien. Et il m'a fait la réflexion, elle est où la fille pleine de joie de vivre, qui a toujours le sourire et tout. Donc en fait, moi, j'avais pas le droit de pas bien aller, j'avais pas le droit d'avoir un coup de blues, j'avais pas le droit même simplement d'être de mauvaise humeur. Moi, il fallait que je sois toujours la fille solaire, tout ça. Parce que, comme je disais, lui, il avait besoin de ça. Il avait besoin de ça pour recharger ses batteries à lui. Sauf que moi, le problème, c'est qu'il m'a tout pris sans jamais me le rendre. Comme j'ai dit, moi, pour recharger mes batteries, j'avais juste besoin de bisous et de câlins. J'avais juste besoin de ça. Et malgré que j'y réclame, malgré que je le mette en garde plusieurs fois là-dessus, je n'y ai jamais eu. Donc mes batteries à moi, elles ont vite été vidées et elles n'ont jamais été remplies. Ce qui fait que, évidemment, j'ai beaucoup changé. J'étais continuellement épuisée et beaucoup de personnes ne me reconnaissaient plus. On a parlé ça que plus tard, qu'après la rupture. Et avant de conclure, j'aimerais finir sur un point important, qu'on ne doit jamais laisser personne nous faire oublier qui on est. Jamais personne ne doit nous faire changer. C'est une de mes plus grandes moralités de cette relation. Vraiment, je ne laisserai plus jamais personne me faire oublier qui je suis. En conclusion, du coup, j'aimerais dire que je me suis battue pendant 1 an pour un combat qui n'était pas le mien. Je voulais sauver quelqu'un qui voulait pas se sauver lui-même, qui préférait se détruire. On peut aimer quelqu'un de tout notre cœur et pourtant ne pas pouvoir vivre avec. Durant cette relation, mes plus grandes leçons sont que soutenir n'est pas se sacrifier, être compréhensif n'est pas tout accepter ou excuser, aimer n'est pas s'oublier. Je suis ma propre priorité, tout comme tu es ta propre priorité. Ce sera tout pour ce podcast, cher journal. Comme je l'ai dit, la deuxième partie sera centrée sur la rupture en elle-même, parce qu'il y a des choses à dire là-dessus, malheureusement aussi, parce que déjà, j'aimerais expliquer comment j'ai vécu la rupture, parce que rompre alors qu'il y a encore des sentiments n'est pas forcément facile,
et surtout qu'il n'a pas eu un comportement sain de son côté, lui non plus. C'est même allé jusqu'au harcèlement. Donc j'aimerais également dire un mot là-dessus, et ce sera pour le prochain podcast. En attendant, je te dis à bientôt.